Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, c'est l'heure du top 3 du mois de septembre. Donc, on va vous présenter, en fait, Yannick et moi, notre top 3. D'habitude, on a quand même sensiblement les mêmes goûts, pas tout à fait sur celui-là. Mais on joue souvent ensemble. Ouais, c'est Ça se peut qu'on ait les mêmes, en tout cas on verra là, mais... C'est peut-être ça le problème, mais bref, on va vous présenter notre top 3, on vous présente les règles de façon générale et on vous dit ce qu'on en pense après le générique. Top 3, si ça te dérange pas, je vais commencer. Non, Donc, je veux commencer. Dans mon top... Je vais commencer pareil. Donc, dans mon top 3, je vais commencer avec Come Sail Away. Donc, Come Sail Away, en fait, c'est un jeu qui nous arrive du Japon, qui a été édité en 2023 en français pour 1 à 4 joueurs d'une durée de 25 minutes par joueur. En fait, Come Sail Away, en fait, on incarne un bateau de luxe, en fait. Un bateau de luxe où c'est les voyages, en fait, transatlantiques sont rendus accessibles à monsieur et madame tout le monde. Donc, nous, on incarne, en fait, un équipage qui va placer les différents bonhommes, en fait, qui vont intégrer le bateau, les déplacer dans les différentes pièces et faire un maximum de points. C'est pas un jeu d'interaction entre les joueurs, mais c'est un jeu de casse-tête, de puzzle. C'est que tu es vraiment focus sur ton bateau et ton bateau est incarné par 10 tuiles où c'est des pièces en fait que tu as à remplir selon leurs conditions. Exemple, ça va être d'avoir 4 bonhommes de différentes couleurs. Ça va être d'avoir 3 bonhommes rouges classés dans leur salle rouge respective. Bref. Dans leur cabine. Dans leur cabine. Donc, on a 2 cartes et dans ces cartes-là, ça représente en fait différents passagers de différentes couleurs qui sont du nombre de 2 à 4. De 2 à 4 maximum sur le 4. On en sélectionne un et on va devoir les placer soit de gauche à droite ou de droite à gauche et faire un chemin. Un seul chemin sans sauter des pièces en diagonale, mais de placer les personnages dans chaque pièce et de faire un maximum de points. Ça a l'air facile dit de même, mais au fur et à mesure qu'on réussit des pièces, on se retrouve un petit peu bloqué. Oui, parce que quand tu as réussi à remplir une pièce, tu la retournes. Ta pièce, tu ne peux plus rien faire avec, tu ne peux plus mettre de passagers devant, donc ça te bloque un chemin finalement. Puis ça a l'air simpliste dit de même, mais c'est quand même un beau puzzle qui accentue sa difficulté au nombre de rounds qu'on va jouer parce qu'on finit par jouer 12 rounds en tout. Et les cartes ne sortent jamais de la même façon. On peut changer les différentes tuiles pour avoir un bateau différent avec des tuiles avec des conditions de remplissage différents. Bref, un très beau casse-tête, même s'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Un excellent jeu de puzzle où tu dois optimiser le plus possible tes points. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, Come Sail Away, c'est pas un jeu qui est tout nouveau, mais qui n'est pas très vieux non plus. Donc, je vous le recommande fortement. Fait que pour mon top 3, Come Sail Away. Bien. Mon troisième jeu préféré du mois de septembre, c'est un jeu sur lequel on a déjà fait une vidéo, mais je ne pouvais pas ne pas en parler parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. C'est Moon Colony Bloodbath. Que du fun à jouer à ce jeu-là. Donc on a une colonie à développer en fait sur la Lune. Et puis donc on part avec un certain nombre d'humains, 25 humains si ma mémoire est bonne. Et puis au fur et à mesure il va y avoir des événements. Donc c'est un jeu de deck building commun. Donc on a un deck building qui va impacter tous les joueurs autour de la table. Ça joue jusqu'à 5 joueurs. 5 joueurs, donc on peut être 5 autour de la table à essayer de développer notre colonie sur la Lune. Et le but du jeu, ça va être de survivre, en fait. C'est vraiment un jeu de survie, puisqu'il va nous arriver, à travers ce deck commun qui va grossir au fur et à mesure, plein de désagréments, et notamment des morts dans notre colonie. Donc ça va se payer en vie humaine, tout ça. Et donc on a des robots qui sont censés nous aider, mais qui nous aident pas du tout. À chaque fois qu'on va rencontrer un robot, ils sont virés complètement crackpot les robots, et puis à chaque fois ils vont nous tuer des humains dans notre colonie. Donc au fur et à mesure que le deck va grossir, notre colonie elle va diminuer. Et le but, ça va être de ne pas mourir complètement, c'est-à-dire que le premier qui va mourir, qui ne va plus avoir d'humains
du tout dans sa colonie, il aura perdu la partie. Et comment on va déterminer le gagnant? Celui tout simplement qui aura le plus d'humains encore dans sa colonie va gagner la partie. Donc on a des événements quelquefois qui vont nous rapporter des petits bonus, c'est plutôt rare. Et puis on va construire des bâtiments, on va pouvoir mettre dans chaque bâtiment, il va y avoir des humains. Donc quand notre colonie, vraiment, il n'y aura plus d'humains dedans, on va prendre les humains qui sont dans nos bâtiments, on va devoir défausser nos bâtiments pour pouvoir utiliser ces humains-là pour continuer à survivre. Et puis, mais quand on commence à utiliser nos bâtiments pour faire survivre notre colonie, ça commence à plus aller très bien, là. Donc il y a 13 cartes événements. Si on arrive aussi à arriver à la 13e carte événement, on va gagner la partie. Enfin, il n'y aura pas eu de colonie décimée, disons, mais celui qui aura encore le plus d'humains vivants dans sa colonie va avoir gagné la partie. C'est jamais arrivé dans une partie que j'ai jouée qu'on arrive à faire les 13 cartes. On s'est rendu à 11, je pense, mais il y avait toujours quelqu'un qui finissait par mourir avant. Donc c'est un jeu dans lequel il faut faire très attention. On va essayer de construire un petit peu nos bâtiments pour essayer de ramasser le maximum d'humains pour pouvoir survivre le plus longtemps. C'est un jeu qui est très drôle, puis on rigole du malheur des autres en fait dans ce jeu-là. Donc Moon Colony Bloodbath, c'est mon numéro 3 pour le mois de septembre. Mon numéro 2, je vous présente Endeavor Deep Sea, ou des eaux profondes. Tinky Winky. Deep Sea. Non, on revient sérieux. Endeavor, les eaux profondes, en fait, Yannick et moi, on a joué quelques fois à ce jeu-là, et plus que j'y joue, plus que je l'apprécie. En fait, on incarne une bande de scientifiques, en fait, qu'on part en sous-marin, explorer un petit peu les fonds marins. Et moi, j'appelle ça un petit peu un jeu à combo de salade de points. C'est que tu as une multitude de façons de faire des points. Puis je pense pas qu'il y a un avenue qui est meilleur qu'un autre, dépendamment comment tu t'y prends dans le jeu. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on y joue, on va tout le temps essayer une façon différente. Donc, on a des actions de navigation, des actions de scaphandre qui te permettent de te donner des ressources, des actions de conservation où tu vas essayer d'enligner différents jetons d'action sur les cases tortues. Et ces cases tortues-là, quand ils sont reliées entre elles, débloquent différents bonus, soit des ressources, soit des points de victoire, soit... Bref, tu as une multitude de façons de faire des points et plus que tu explores les fonds marins, plus que ça te crée des bonus aussi. Et tu as ton plateau individuel de joueurs qui te permet de débloquer des nouveaux sous-marins, te permettre de faire avancer de plusieurs cases supplémentaires tes sous-marins. Tu as des actions qui te permettent de récupérer des jetons sur tes scientifiques que tu avais utilisés et tu peux en utiliser davantage quand tu augmentes la piste verte, qui est d'avoir plus de jetons d'action. Fait que, à ne pas négliger, parce que quand on a fait notre première partie, des fois, tout en manquait. Puis moi, c'était le contraire, il m'en manquait pas du tout. Donc, plus tu as de jetons d'action, plus que tu peux faire des choses tant que tu as les scientifiques pour ou que tu as la place. Tu vas déposer tes jetons sur tes scientifiques. Donc, plus tu as de c'est sûr qu'au bout du sixième tour, je crois, c'est en 6 manches, tu vas avoir 7 personnages. Tu ne peux pas en déposer plus, là, mais c'est toujours intéressant de voir. C'est ça. Et l'autre piste sur laquelle que tu peux avancer, c'est la petite piste rouge. C'est pour augmenter, en fait, la puissance de tes scientifiques. Fait que plus que tu avances sur cette piste-là, plus que tu as accès à des scientifiques qui sont puissants et ils te donnent des actions de base que tu vas pouvoir éventuellement les évoluer, ces scientifiques-là, qui vont te donner soit des actions plus puissantes ou quand tu arrives au dernier échelon des scientifiques, quand tu vas les upgrader, qui vont te donner des conditions de faire des points de victoire en fin de partie si tu réponds à certaines conditions. Et le dernier plateau qui n'est pas à négliger, c'est le plateau Impact. Le plateau Impact où on retrouve en fait des objectifs que tu dois réaliser en fait avant les autres pour avoir un maximum de points et tu vas mettre différents jetons progressifs sur cette piste d'impact-là qui te débloque à chaque fois que tu mets un jeton étoile. J'ai oublié le nom du jeton étoile, mais c'est un jeton étoile. Un jeton impact. Excusez, que quand tu le mets sur le plateau impact, ça te débloque différents bonus. Et quand tu arrives à la fin, pour chaque jeton impact que tu vas mettre à la fin de cette piste-là, ça te donne des points de victoire supplémentaires. Bref, c'est un jeu qui est super beau, très belle prestance sur la table, très beau graphique et beaucoup de façons de faire des points. J'ai adoré ce jeu-là. Donc, mon top 2, Endeavor, les eaux profondes. Excellent jeu, excellent jeu. J'ai encore fait une partie hier, moi, écoute, et puis je suis déçu d'une chose. Je l'ai vérifié hier, dans les tuiles de niveau 5, il n'y a pas le Titanic. Ils auraient pu mettre quand même un bateau échoué dans les fonds marins. Non, il n'y a pas de Titanic, en tout cas.
Mais oui, un excellent jeu, vraiment un très bon choix. Pour ma part, le numéro 2. Alors, faut que je vous dise déjà, en partant, je ne suis pas un joueur de jeux narratifs. J'aime pas trop ça. Et je n'aime pas les jeux avec des applications. Et pourtant, mon top 2 du mois de septembre, c'est un jeu narratif avec une application. Et ce jeu-là, c'est Fateforge, les Chroniques de Cannes. Alors, pourquoi j'ai aimé ce jeu-là et que je vous le mets en numéro 2? J'ai vraiment été étonnamment surpris. Est-ce que je vais me réconcilier avec les jeux narratifs ou avec les jeux avec application? Je ne sais pas, on verra. J'ai commencé une campagne avec mon garçon et j'ai été vraiment très surpris. L'application, elle est pas trop elle est pas trop encombrante. C'est comme si on avait un livre, en fait, un livre à lire. Ils auraient pu faire un livre, et puis on va chercher nos affaires dans le livre. Ça aurait fait exactement la même chose. À la fin de chaque narration, on a un choix souvent à faire. Et puis en fonction de nos choix, ça va impacter le reste de la partie. Mais ils auraient pu faire ça comme les livres dont vous êtes le héros, là, des livres que je lisais quand j'étais jeune. Ça aurait fait la même job. Ils ont fait une application, mais je trouve que l'application, elle fonctionne très bien. Elle n'est pas trop encombrante, on va la voir, on fait nos actions, puis une fois qu'on a fini nos actions, notamment nos combats, parce qu'il y a beaucoup de combats, on va regarder dans l'application, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, c'est quoi les impacts que ça va avoir sur la suite de notre aventure. C'est modulable, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avancer, on va avoir un certain nombre de tuiles à placer, avec un certain nombre d'ennemis à placer sur ces tuiles. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de combats. Donc, on va incarner un personnage, un héros du jeu, et qui va avoir une certaine capacité. Donc, c'est un jeu aussi asymétrique. Donc, chaque héros va avoir ses capacités particulières. Il y a un chaman, il y a j'allais dire un paladin, mais ce n'est pas un paladin vraiment, il y a un seigneur. Donc ils ont chacun des capacités particulières qui vont avoir des impacts aussi au niveau des combats et aussi au niveau du déroulement des jeux. Je disais que moi ça m'avait plu, mon garçon il était moins emballé parce que lui dans les parties qu'on a faites, il incarnait le chaman et moi comme j'incarnais le guerrier, je ne sais plus le nom exact, dans les combats je faisais quasiment tout moi-même, puis lui il n'y avait plus rien à faire. Et puis les dés qu'il avait ne lui permettaient pas de faire grand chose pendant les combats. Peut-être que le chaman dans un scénario plus loin, peut-être qu'il va être beaucoup plus utile, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais donc ça va se jouer, comme je viens de le dire, avec des dés, puis en fonction des lancers qu'on va faire, ça va impacter aussi nos actions. Donc vraiment très agréablement surpris de ce jeu. Il est beau, il est bien fait. Il y a des figurines qui sont très correctes, qui sont bien détaillées. Les pièces, on a des espèces de trésors, là, des diamants ou des rubis, je ne sais plus trop comment on les appelle. C'est très bien fait, c'est en plastique, mais ça fait la job que ça doit faire. Non, vraiment, la qualité des jetons, l'épaisseur des jetons, c'est assez impressionnant, s'il vous plaît. C'est à la limite, rendu là, ils auraient pu faire des jetons en bois, je pense. Mais c'est vraiment très épais, j'ai jamais vu des jetons aussi épais. Les jetons des ennemis, là, c'est vraiment assez impressionnant. Donc très agréablement surpris et j'ai hâte d'y rejouer, de continuer la campagne parce que c'est un jeu qui est très prometteur. Fateforge, les Chroniques de Cannes, mon top 2 du mois de septembre. Puis je pense que la communauté du jeu de société est quand même très divisée là-dessus. Tu sais, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Il y en a qui trouvent qu'une application, ça perd l'essence même du jeu de société. Du jeu de société, parce qu'à la base, le jeu de société, c'est de se retrouver à l'entour de la table, d'être avec nos amis, ou puis de se permettre de jaser, tandis qu'on essaie de s'éloigner des écrans. Là, on intègre les écrans. Autant que... Mais je pense que ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Là. Ça s'est beaucoup amélioré, c'est de mieux en mieux, mais je pense qu'il n'y a pas de « Ah, je vais peut-être... » C'est soit t'aimes pas. Oui, mais tu sais, moi, je voulais rien savoir des applications, des tablettes ou d'utiliser des cellulaires avec des jeux de société, parce que pour cette raison-là, on est un jeu de société, on quitte les écrans. Mais là, c'est ce que je dis, ça prend pas énormément de place. Et puis, on a beaucoup d'interactions avec les autres joueurs.
pendant nos parties. Donc après, l'application, c'est juste un accessoire, comme si on avait un livre. Donc, tu sais, on n'a pas de scènes cinématiques à regarder, puis de trucs fantastiques. On lit nos affaires et puis ben, on prend nos décisions et nos décisions sont mises en place en fonction de nos choix. Donc, très agréablement surpris de cette application-là, de la façon dont elle fonctionne. De mon côté, mon numéro 1 pour le mois de septembre, c'est Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et là, j'y ai joué plusieurs fois et là, je comprends la hype de ce jeu. Mon Dieu, mais quelle aventure épique d'incarner Frodon et Sam et s'en aller vers la montagne du destin pour détruire l'anneau. Mon Dieu, que j'ai jamais réussi encore. C'est juste pour te dire à quel point que le chemin il est pénible. Là. Tu sais, à la fin là, des 3 films, là, Frodon, tellement qu'il a la face maganée, ben, t'as un peu la même face quand t'as fini le jeu. Faut pas que ce soit facile. Non, effectivement. Mais bref, tout s'imbrique bien. Une super belle production. Que dire de la tour à dés de Sauron qui rajoute tellement un gros plus au jeu. Tu sais, autant qu'il y en a qui peuvent dire, oh, c'est juste esthétique. J'adore ça, garocher mes dés dans la tour de Sauron en espérant péter tous ses ennemis parce que, mais souvent, mon Dieu, que ça me cause du tort. Bref, on incarne les différentes personnes de la communauté de l'anneau et à travers la longue carte, en fait, qui représente tout l'univers de Tolkien, pas tout, mais la majeure partie des 3 films, on va essayer d'avancer et Frodon avance vraiment pas vite. Et on va essayer de réussir nos 3 objectifs, en fait, secondaires pour avoir accès à défaire l'anneau en Mordor. Ça se fait pas de ça, c'est quand même un jeu qui est très difficile et quand on dit coop, on peut pas, exemple, faire mourir quelqu'un ou puis de le laisser de côté. Tout le monde est important. Là. Tout le monde doit avancer à la même vitesse avant. Et t'as pas le choix. Là. C'est pas le choix. Et très thématique pour ceux qui ont connu la pandémie. Oui, ça ressemble à la pandémie, mais il y a tellement de twists Seigneur des Anneaux. Je trouve que la thématique prend plus d'importance que le système pandémie lui-même. Il y a tellement de particularités. Oui, pandémie, mais pas tant en même temps. Là. C'est le principe de pandémie. Oui, c'est le principe de pandémie, mais ils ont rajouté quand même beaucoup de choses que je trouve très intéressantes. J'ai aimé les petites figurines de Nazgûl. Bref, dans ce jeu-là, on va essayer d'aller prendre les forteresses des méchants, réussir nos quêtes, essayer de rallier les différentes troupes, que ce soit du Gondor, les elfes, pour rapatrier ces troupes-là et les avancer en Mordor. Et l'œil de Sauron est toujours près de nous, à nous mettre des bâtons dans les roues, à essayer de faire perdre tout notre espoir. Et en plus de l'œil de Sauron qui nous surveille tout le temps, ben on a une espèce de deck événement qui va faire avancer des armées, nous donner nous donner de la scrap. Et oui, le chemin est très ardu, mais quelle satisfaction de pouvoir avancer. On n'a pas gagné, j'ai pas gagné aucune game, mais la satisfaction d'arriver proche, même si on ne l'a pas vu, de tout le chemin accompli, mon Dieu que c'est satisfaisant. Fait que Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, si vous ne l'avez pas essayé, foncez au magasin, allez vous l'acheter. Quelle expérience de jeu. Donc, mon numéro 1, Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Très bon numéro 2. Moi, j'ai joué juste une partie avec toi, mais qui s'est écourtée. Frodon, il n'a même pas eu le temps de sortir de la comté. Non, pour moi, il était trop. Comme notre ami Audrey avait dit, il était en train de prendre une bière au beurre, mais c'était trompé de film parce que bière au beurre, c'est pas dans le bon film. Il était probablement en train de fumer la pipe à 4 parts en arrière de sa petite maison de Hobbit avec Gandalf. Mais oui, mais en tout cas, oui, une belle expérience. Effectivement. Écoute, mon numéro 1, ça va pas être une surprise pour toi parce qu'on en a parlé déjà. Oui. Et puis, tu sais que j'adore ce jeu. Ça va être aussi Endeavor Eau Profonde. Donc, t'en as déjà dit pas mal sur ce jeu-là. Écoute, je le sortirai n'importe quand, ce jeu-là. Il va être, je pense que dans mon top des meilleurs jeux de cette année, Endeavor Eau Profonde. Une très belle découverte. Le premier des deux, là, Endeavor Sail... je ne sais plus quoi, auquel j'ai jamais joué, qui ne m'attirait pas. Les jeux de voile, sailing, je ne sais pas quoi. En tout cas. Puis là, quand celui-là est sorti, j'ai dit, wow, ça va être un remake du premier. Ça m'attirait, même sans avoir y joué, ça ne m'attirait pas. Écoute,
on en a tellement entendu parler de ce jeu-là, je dis, bon, Yannick, faut que tu l'essayes, hein, essaye-le. Et puis j'ai eu l'occasion d'y jouer, quelqu'un qui m'a fait jouer, je fais, waouh, waouh, non, ça c'est un jeu qui va se retrouver dans ma ludothèque assurément. Écoute, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans ce jeu-là. Il y a 10 scénarios dans la boîte, donc... et puis à date, je crois que j'ai joué plusieurs fois le premier scénario, mais t'as pas l'impression de tourner en rond, même quand c'est le même scénario, puisque les 4 tuiles, t'as 3 tuiles de base, t'en mets une quatrième, et puis après toutes les tuiles de toute façon vont être complètement différentes à chaque partie. Donc les actions que tu vas devoir faire vont être différentes, donc les déplacements de tes sous-marins vont être différents. Écoute, il y a beaucoup de rejouabilité. Ah, effectivement, là. Tu as joué à son maximum, puis ça prend pas. C'est pas un jeu qui prend 4 heures, qui prend 4 2 heures à à 4. jouer. Là. Donc c'est vraiment un jeu qui est très rapide. La partie que j'ai fait hier, on était à 3, ça a duré 1h30. Donc ça se fait le temps de le dire. C'est un jeu qu'on peut sortir un soir de semaine sans problème. Non, je lui trouve que des qualités à ce jeu-là. Il est beau, il présente bien. Les règles sont quand même assez simples. Non, c'est mon top 1 assurément du mois de septembre. Il va se retrouver, je ne sais pas si ça va être mon top 5, mon top 10 de l'année, mais il va être dans mes jeux préférés de l'année 2025, c'est sûr. Alors, nous, on aimerait ça savoir à la maison, au mois de septembre, vous avez joué beaucoup ou pas, dans tous les jeux que vous avez faits, quel est votre top 3 à vous du mois de septembre? On aime ça vous entendre en commentaire. Nous, des fois, ça nous donne des fois des idées de jeux auxquels on n'a pas joué. Oh, on va aller voir ça, ou on va l'acheter, on les teste, puis des fois, ça donne des belles idées à on pourrait jouer à ça. Ou, oui. Marquez-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker, de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc, c'était notre comme top... ça, pas comme ça, s'il vous plaît. Donc, c'était notre top 3 du mois de septembre. C'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.